allez, c'est parti. L'actualité de la semaine en Amérique latine. Bonjour, bonjour. Comme je disais, l'actualité était très chargée cette semaine. Nous allons parler du Venezuela, nous allons parler de la Bolivie, nous allons parler du Brésil, de l'Argentine, du Canada. Le Canada n'est pas en Amérique latine, mais vous verrez qu'il y a un lien quand même sur ce qui va la news qui va concerner le Canada. Et puis, en fin d'émission, je vous donnerai un scoop pour tous ceux qui tiendront jusqu'à là. Petit scoop pour ceux qui auront la patience d'attendre. Non, je ne donnerai pas le scoop en début d'émission. Donc, on commence directement. On commence par les actualités du Venezuela. Alors, actualité sur déjà le blocus criminel contre le Venezuela, qui dure depuis maintenant 6 ans. Je rappelle que le blocus, petit à petit, en tout cas, s'est développé depuis décembre 2014, a pris des proportions beaucoup plus grandes avec le décret de Barack Obama, décrétant le Venezuela comme une menace inhabituelle pour la sécurité intérieure des États-Unis, donc n'importe quoi, mais c'était la possibilité de faire l'architecture exécutive pour le blocus contre ce pays, et puis évidemment qui a pris des proportions dramatiques sous la présidence de Donald Trump. Le blocus se renforce. Il y a donc là quelques semaines, le 2 juin pour être exact, des bateaux grecs, enfin d'armateurs grecs avaient dû faire demi-tour. Ils faisaient des échanges commerciaux pétroliers avec le Venezuela. Ils avaient dû faire demi-tour face aux menaces de sanctions. Ils avaient été même sanctionnés. Et donc il y a cette semaine, il y a 3 jours, les armateurs en question, donc Dynacom et NGO Energy, ont déclaré qu'ils arrêtaient tous leurs échanges avec le Venezuela en raison des sanctions des États-Unis. Et immédiatement, hier, ils ont été retirés de la liste des sanctions. Donc je rappelle que lorsqu'un armateur est sanctionné ou que ses bateaux sont sanctionnés, ces bateaux ne peuvent plus accoster à des ports au niveau international, sinon ce sont les ports eux-mêmes qui sont sanctionnés. Donc c'est vraiment un dispositif criminel pour asphyxier le peuple vénézuélien. Hier, le département du Trésor a communiqué une liste de sanctions sur des entreprises et des bateaux, des tankers pétroliers mexicains pour la plupart. S'il s'agissait d'entreprises, une entreprise de Schlager notamment, qui faisait des programmes pétrole contre nourriture avec le Venezuela. Cette sanction intervient alors que le président du Mexique, Monsieur Andrés Manuel López Obrador, a déclaré lors d'une conférence de presse qu'il n'y avait pas de problème à ce que le Mexique vende de l'essence au Venezuela, que le Mexique était un État souverain et qui ne se laissait pas dicter sa politique par un État ou une puissance étrangère. Donc qu'un pays comme le Mexique réagisse comme ça donne évidemment bien à penser à des pays dits du premier monde, des pays européens comme la France en particulier, qui eux évidemment s'exécutent lorsque les États-Unis décident de sanctions unilatérales coercitives. Donc, ces sanctions, évidemment, renforcent le blocus. Qu'est-ce que faisaient ces entreprises mexicaines? Elles échangeaient du pétrole contre des envois de nourriture ou, dans le cas de Schlager, dans l'entreprise, des envois de camions-citernes. Donc évidemment, là, rien de menaçant pour ni la sécurité intérieure des États-Unis. Il s'agissait d'améliorer le quotidien des Vénézuéliens. Elles ont été sanctionnées. Elles ne peuvent donc plus se livrer à ces échanges avec le Venezuela sous perte de perdre la totalité de leurs clients. Une autre entreprise mexicaine, il y a quelques jours de cela, avait d'ailleurs déclaré faillite puisque elle avait non seulement perdu ses clients vénézuéliens, mais aussi ses autres clients qui, du fait des sanctions, ne voulaient plus commercer avec cette entreprise. Alors, les sanctions, évidemment, c'est pour asphyxier le peuple vénézuélien, mais aussi pour voler et pour piller le pays. Notamment l'entreprise Citgo, mais aussi
des avoirs étrangers dans les banques des États-Unis ou dans les banques des avoirs vénézuéliens dans les banques des États-Unis et dans les banques européennes. Il s'agirait de 24 milliards de dollars qui sont congelés dans les banques occidentales, dans le système bancaire occidental. 24 milliards de dollars, c'est énorme. C'est le PIB, un petit peu moins du PIB d'un pays européen comme Chypre, par exemple. Et qu'est-ce que fait les États-Unis? Qu'est-ce que font les États-Unis avec cet argent? Eh bien, figurez-vous qu'une enquête de la chaîne Univision, qui est une chaîne des États-Unis en espagnol. Alors attention, il ne s'agit pas du tout d'une chaîne révolutionnaire. Univision, c'est le BFM latino aux États-Unis. Univision a fait une enquête montrant que Trump, l'administration Trump, a utilisé 601 millions de dollars du fonds de congélation des actifs du Venezuela, du département du Trésor et du département de la Justice pour construire le mur à la frontière mexicaine. Voilà à quoi sert cet argent qui est congelé dans les banques occidentales et notamment dans ce cas-là aux États-Unis. Donc alors il y a quand même quelque chose, on va dire, de comique dans une situation anormale, criminelle et tragique, c'est que Guaido ne reçoit pas un copec. C'est-à-dire que le gang de Guaido a participé au pillage des actifs du Venezuela en recevant des micro-miettes et le gros du pillage évidemment ne lui revient pas. C'est une situation analogue qui s'était déroulée aussi en Libye par exemple lors du renversement et de l'assassinat de Mouammar Kadhafi. Les actifs n'ont jamais été rendus à la Libye après Kadhafi ou vraiment des miettes. Autre révélation sur le Venezuela, donc c'est le livre qui va sortir donc prochainement de John Bolton. John Bolton est un faucon néoconservateur des États-Unis. Je crois qu'on pourrait rajouter d'ailleurs, puisqu'on est entre nous, c'est un dégénéré fou de guerre. Alors ça, c'est même pas moi qui le dis, c'était Trump. Trump, on lui demandait comment prenait-il ses décisions au niveau international? Alors, il disait qu'évidemment, il y avait plusieurs options menées par des conseillers divers, et il disait, dont John Bolton, qui était au Conseil de sécurité nationale, il disait, si j'écoutais John Bolton, je déclarerais la guerre à tous les pays, tout le temps. Voilà, ça c'était John Bolton. John Bolton, c'est ce personnage qui, le 23 mars 2019, déclarait dans une interview sur Univision, donc cette chaîne que je mentionnais tout à l'heure, ce que nous faisons au Venezuela, c'est comme lorsque Dark Vador dans La Guerre des Étoiles étrangle lentement quelqu'un. Voilà. C'est John Bolton. Mais alors John Bolton a été viré par Trump. John Bolton règle ses comptes dans un livre à paraître prochainement, mais dont le Washington Post a publié les bonnes feuilles, comme on dit. Donc il y a sur plusieurs pays, notamment la Chine. Mais sur le Venezuela, John Bolton révèle que Trump envisageait d'envahir, il trouvait même ça cool d'envahir le Venezuela car, ouvrez les guillemets, le Venezuela fait partie intégrante des États-Unis. Bon, voilà, ça c'est la pensée de l'administration des États-Unis. Et puis, il avait déclaré aussi, donc toujours selon John Bolton, que Guaido n'est qu'un gamin comparé à Maduro qui est un dur. Donc c'est évidemment assez risible. Alors ces déclarations, évidemment, il faut les remettre dans un contexte notamment préélectoral aux États-Unis. John Bolton règle ses comptes avec Trump, mais évidemment les petites anecdotes qu'il lance par-ci par-là peuvent être prises comme elles viennent. Alors je continue sur le Venezuela. On va continuer sur le Venezuela parce qu'il y a eu un épisode très important et qui a donné lieu à de multiples interprétations fallacieuses dans les médias francophones. Le Venezuela essaie depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, de sortir de la crise politique provoquée par le gang de Guaido et notamment d'avoir une sortie électorale. Normalement, il y a des élections prévues en décembre 2020, des élections législatives.
car le mandat des députés est de 5 ans, les dernières élections ont eu lieu en décembre 2015, donc en fin d'année, il y aura des élections parlementaires au Venezuela. Mais lors des tables de dialogue, entre l'opposition et le gouvernement bolivarien, l'opposition avait mis un point d'honneur à ce que les autorités du Conseil national électoral soient entièrement rénovées. Alors, petit aparté, au Venezuela, ce n'est pas l'exécutif via le ministère de l'Intérieur qui organise les élections, mais un pouvoir indépendant, le pouvoir électoral. Et l'opposition voulait que ce pouvoir soit complètement rénové, c'est-à-dire que les 5 recteurs principaux et les 5 recteurs suppléants changent. Et donc, alors que le mandat de 2 recteurs n'était pas arrivé à ses fins, dans un processus de conciliation et de négociation, le gouvernement bolivarien a dit « très bien, allons-y ». Alors, j'ai appelé un député vénézuélien dimanche dernier, il s'agissait de Julio Chávez, et Julio Chávez était le vice-président du comité législatif de postulation de nouvelles autorités électorales. C'est-à-dire que le processus pour rénover les autorités électorales passait par la désignation d'un comité qui était composé de 7 députés d'opposition, vu qu'ils sont majorité à l'Assemblée nationale, et de 4 députés chavistes. Le président de ce comité, M. Ángel Medina, du parti d'opposition Primero Justicia, et donc Julio Chávez du PSUV, du parti chaviste. Alors je vous invite à lire l'interview que j'ai fait de Julio Chávez sur le site Les Deux Rives, www.lesdeuxrives.info. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le processus de sélection, d'abord d'un comité de la société civile pour enrichir les débats sur la désignation des recteurs, a été bloqué à partir de février par les soutiens à Juan Guaidó. Pourquoi les soutiens de Juan Guaidó ont bloqué la désignation des nouvelles autorités du Conseil national électoral? Pour 2 raisons. La première raison, si vous vous rappelez, le 5 janvier 2019, il y a eu l'élection de nouvelles autorités de l'Assemblée nationale. Et Guaidó a perdu, ce n'est plus le président de l'Assemblée nationale. C'est un député d'opposition, toujours, qui s'appelle Luis Parra. Et en vice-président, il y avait un autre député qui s'appelle Franklin Duarte. Or, Franklin Duarte faisait partie du comité de postulation des nouvelles autorités électorales et le reste des députés d'opposition qui étaient soutiens à Juan Guaidó a déclaré comme illégitime la présence de Franklin Duarte car il considérait l'élection absolument légitime de Luis Parra comme un putsch. Et donc, ils n'ont absolument plus convoqué de réunion pour désigner les nouveaux recteurs du pouvoir électoral. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'ils ont eu beau chercher, ils ont eu beau prendre toutes les entreprises de sondage, les plus proches, celles qui manipulent les chiffres, ça donnait pas. Ils allaient se prendre une raclée. Ils allaient se prendre une raclée. Et donc, ça c'est extrêmement important parce que toute l'opération Guaidó de pillage des ressources du Venezuela, de guerre institutionnelle, de présidence parallèle, présidence intérimaire reconnue par les gna, etc., repose sur le fait que Juan Guaidó et ses partisans sont membres de l'Assemblée nationale. Donc, évidemment, ils ne peuvent pas se prendre une raclée puisque ça amènerait une autre situation politique. Donc, ils ont laissé pourrir la situation. Or, la loi électorale vénézuélienne dit qu'il faut qu'il y ait des recteurs élus 6 mois avant le processus électoral. Et les 6 mois, eh ben, ils arrivaient là. Donc, devant le sabotage délibéré des partisans de Guaidó pour rénover l'Assemblée nationale, c'est la Cour suprême, équivalent de la Cour suprême, le Tribunal suprême de justice, qui a tranché en prenant compte des notifications et qui a nommé 5 nouveaux recteurs. Et je crois que c'est très important, pour ce qui va suivre, de dire 2 choses. La première, c'est que ce n'est pas une situation ni anormale, ni extraordinaire au Venezuela. C'est même la 4e fois ou la 5e fois
que ça arrive dans la récente histoire de la 5e République vénézuélienne. La deuxième chose, c'est que ce Conseil national électoral est très équilibré. Il y a des gens ouvertement d'opposition qui sont membres, désormais, membres recteurs, principal ou suppléants, des autorités du Conseil national électoral. C'est-à-dire que ce n'est pas un conseil électoral partisan. Ça, c'est un mensonge de dire ça. Et donc, ceci a amené la deuxième nouvelle tergiversée par les médias, que le même tribunal suprême électoral aurait décapité des partis politiques vénézuéliens. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe que, face à la nouvelle désignation d'autorité électorale, les partisans de plusieurs partis politiques vénézuéliens ont dit « Nous, on veut aller aux élections ». Pourquoi ils veulent aller aux élections? Parce qu'ils ont bien vu que leurs dirigeants de leur parti, dont beaucoup ne vivent même plus au Venezuela, n'ont plus de connexion avec le peuple vénézuélien et surtout s'en mettent plein les fouilles par des réseaux de corruption du gang de Guaido. Or, les militants de base, eux, évidemment, ils ne sont pas dans ces hautes sphères, ils ne bénéficient pas de ces corruptions. Donc, il y a eu des scissions dans 3 des principaux partis, Acción Democrática, Primero Justicia et Un Nuevo Tiempo, pour rénover les propres autorités de leur parti, dont la plupart étaient en place depuis 20 ans sans jamais changer. Et donc, ils ont fait appel au Tribunal suprême de justice qui a décrété ou a imposé le fait de faire des élections internes dans les partis. Mais le Tribunal suprême de justice n'a pas nommé des dirigeants dans ces différents partis. Ils enjoignent les militants à organiser des élections internes. Et dans chacun des principaux partis d'opposition au Venezuela, il y a une confrontation entre ceux qui veulent aller aux élections, c'est-à-dire la base militante, qui veulent sortir de cette situation d'impasse provoquée par les abus du gang de Guaido, et les dirigeants qui, eux, en profitent économiquement et financièrement parlant. Et donc, dans les prochaines semaines, on devrait avoir de nouvelles autorités de partis politiques au Venezuela qui se réinscrivent dans le chemin démocratique et constitutionnel et qui devraient présenter donc des candidats aux élections. Et c'est évidemment une très bonne nouvelle pour le Venezuela. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle, évidemment, c'est que les pays occidentaux, Union européenne et États-Unis ne reconnaissent pas le CNE, dénoncent des manœuvres politiques du pouvoir vénézuélien dans les partis d'opposition, comme je viens de vous expliquer, il n'en est rien, et finalement soutiennent la voie du putsch face à la voie de la raison et à la voie démocratique. Et surtout, ils soutiennent, ou ils poussent en tout cas le Venezuela à aller à la guerre civile. C'est une position totalement irresponsable et les Vénézuéliens trancheront à la fin de l'année pour rénover l'Assemblée nationale et on espère pouvoir résoudre les problèmes du pays par la voie politique et non pas par la voie militaire ou par la voie des sanctions économiques comme c'était le cas avec l'opération Guaido. Voilà pour le Venezuela. Allez, on passe ensuite en Bolivie. Donc en Bolivie, la situation a été elle aussi très riche. Il y a quelques semaines, qu'est-ce que je raconte? Il y a quelques jours, en Bolivie, il y a eu la publication d'une 4e enquête indépendante révélant que Evo Morales avait bien gagné les élections d'octobre 2019. On fait un petit retour en arrière. Evo Morales, donc en octobre, s'est présenté aux élections présidentielles. Il a fait 40,5 ou 6% des voix et surtout, il a eu une marge de 10% par rapport au second, ce qui, selon la loi bolivienne, le faisait gagner au premier tour. Il y a eu une contestation des votes au cours d'une stratégie putschiste définie, bien évidemment, préalablement. L'Organisation des États américains, dirigée par un pion de Washington, dont on ne va même pas nommer pour ne pas vous abîmer les oreilles au cours de cette émission, a décrété qu'il y avait eu fraude.
en avançant d'ailleurs des preuves complètement miteuses, et ce qui a donné que l'armée et la police ont lâché Evo Morales et le coup d'État s'est consumé avec l'autoproclamation d'une dictatrice, puisque c'est un dictateur, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, il faut l'appeler par son nom, Madame Janine Áñez, qui s'est autoproclamée présidente de la Bolivie. Or, depuis, il y a eu 4 études indépendantes. L'étude du Center of Economic Policy Research, le CEPR, qui est un think tank basé à Washington. Il y a eu l'étude du CELAG, qui est un think tank latino-américain, et une étude du MIT, donc du Massachusetts Institute of Technology, prestigieuse université de Boston, si je ne m'abuse, qui ont, eux, étudié les données électorales qui sont arrivées à la conclusion qu'il n'y avait eu aucune fraude et que l'Organisation des États américains, évidemment, avait menti et qu'il y avait eu un coup d'État contre Evo Morales. Il y a quelques jours, il y a eu une autre enquête indépendante faite par des universitaires nord-américains qui concluait la même chose. Et là, je crois que c'est intéressant de mentionner qu'un des rédacteurs de ce nouveau rapport est un Vénézuélien économiste, Francisco Rodriguez, qui est d'opposition au Venezuela, et donc peu suspect de sympathie avec le gouvernement d'Evo Morales. Et donc, évidemment, il doit y avoir des élections, de nouvelles élections en Bolivie. Alors, à cause du Covid-19, les partis politiques se sont mis d'accord pour repousser ces élections au 6 septembre 2020 et voilà que la dictatrice Janine Áñez veut désormais les repousser en décembre et voire même au calendrier grec. Donc évidemment, il s'agit d'une manœuvre politique de la part du dictateur bolivien, Janine Áñez, puisque dans le même temps, le tribunal suprême électoral bolivien a porté plainte au pénal contre le MAS, qui est le parti d'Evo Morales, pour fraude. Alors, je crois que c'est important de revenir encore un petit peu en arrière, revenir au coup d'État d'octobre-novembre 2019, en rappelant que le 10 novembre 2019, à peine consumé le coup d'État, la présidente du tribunal suprême électoral, Madame Maria Eugenia Choque, et 35 fonctionnaires du tribunal suprême électoral bolivien ont été arrêtés par la dictature. Et donc, aujourd'hui, au tribunal suprême électoral bolivien, ce sont plutôt des proches, évidemment, du pouvoir illégitime en place. L'idée, en portant plainte au pénal contre le parti d'Evo Morales, c'est évidemment d'interdire le parti d'Evo Morales, le MAS, et d'empêcher qu'il présente un candidat à l'élection présidentielle et surtout qu'il gagne. Parce que là aussi, les chiffres ne sont pas du tout favorables aux putschistes. Les chiffres donnent le MAS largement en tête. Et on ne fait pas un coup d'État si c'est pour rendre le pouvoir quelques mois après. Donc, dans les liens dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent, on va certainement… la dispute autour des élections présidentielles en Bolivie va certainement s'intensifier parce que, évidemment, il y a énormément d'intérêts en jeu, notamment autour du lithium, pas seulement. Je crois qu'il y a aussi des intérêts autour du narco par ce nouveau pouvoir en place. Et il est évidemment, pour des putschistes, hors de question de rendre le pouvoir à ceux qu'ils ont renversés quelques mois avant en prenant le risque d'être déférés devant la justice. On va passer à un autre thème, on va passer à l'Argentine. La Bolivie, voilà les dernières nouvelles de Bolivie. On va passer à l'Argentine. L'Argentine, il y a eu un événement très important. Très, très important. L'entreprise Vicentin, qui est la 4e plus grosse entreprise d'agrobusiness argentine, notamment dans les céréales et les huiles, était en faillite et est en passe d'être nationalisée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé?
qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pour comprendre ce qui s'est passé et pour comprendre les enjeux de la nationalisation de Vicentin, il faut voir que les rentrées de devises, de dollars notamment, en Argentine, dépendent essentiellement des exportations de l'agrobusiness. Et ces exportations, ce n'est pas pléthore d'entreprises, c'est 4 ou 5 mastodontes multinationales comme Cargill ou nationales comme Vicentin. Et en fait, je regarde, si vous voulez, ces deux, principalement, c'est de ces 5-6 entreprises qui exportent énormément sur la scène internationale. Vicentin, c'est 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires que les dollars vont rentrer dans le pays. Donc du coup, ces entreprises ont un poids énorme dans les taux de change, dans le marché de change en Argentine, puisque les dollars rentrent par leurs exportations, et donc elles ont le pouvoir de faire monter ou descendre le cours du dollar, et elles ont un pouvoir énorme sur la monnaie nationale, le peso argentin. Ça n'a pas toujours été comme ça. Ça n'a pas toujours été comme ça en Argentine. Dans les années 30, avait été créée la Junta Nacional de Granos, qu'on pourrait, en traduisant un peu librement, la qualifier de conglomérat public de céréales. Et surtout d'ailleurs sous les gouvernements de Juan Domingo Perón, cette compagnie publique achetait aux entreprises privées les céréales à un taux que l'État avait lui-même fixé, et c'est cette entreprise publique qui était chargée de les exporter et de les vendre. C'est-à-dire qu'il y avait un contrôle sur le cours des céréales et en plus de ça, un contrôle sur la rentrée de devises. C'est-à-dire les devises étaient contrôlées par l'État. Ce système a été démantelé durant la longue nuit néolibérale et la Junta Nacional de Granos a été dissoute en 1991 par le gouvernement ultralibéral de Carlos Menem. Et donc, quand on revient sur Vicentin qui donc est la 4e entreprise d'agrobusiness d'Argentine, c'est une entreprise qui manie des systèmes de ports privés. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas besoin de passer par des ports argentins. Elle a son propre système de ports pour pouvoir exporter. Et l'entreprise s'était fortement endettée, notamment à hauteur de 80%, avec une banque publique qui était le Banco de la Nación Argentina. Et sous Macri, donc le néolibéral Mauricio Macri, qui avait gagné l'élection contre le kirchnerisme, le péronisme en 2015, sous Macri, cette entreprise avait fait de grandes demandes d'emprunts auprès des banques argentines, et notamment de la banque publique. Ces emprunts étaient libellés en dollars et avaient été déviés notamment vers des paradis fiscaux. Donc, le gouvernement argentin, étant donné que cette entreprise est en faillite, et en plus certainement on verra peut-être certaines malversations de fonds par la suite, cette entreprise est en voie d'être expropriée et l'État argentin se réserve la majorité des actions de cette entreprise. Et ce, pour plusieurs raisons qui ont été annoncées par le président Alberto Fernandez. La première raison, c'est pour préserver l'emploi des 2000 travailleurs et travailleuses de l'entreprise Vicentin. La deuxième raison, c'est pour que cette entreprise ne passe pas sous pavillon étranger. La troisième raison, c'est pour avoir évidemment pour renforcer la sécurité alimentaire de la nation argentine. Et la dernière raison, c'est pour avoir un contrôle sur le marché des devises. Donc c'est évidemment un bouleversement de la politique argentine. Parce que je crois que ce qu'il faut voir aussi, c'est que le secteur de l'agro est un des secteurs qui aime en tout cas faire la pluie et le beau temps sur la politique du pays argentin. Et le fait qu'elle passe sous pavillon de l'État va aussi apporter une certaine stabilité politique. Une stabilité politique parce que Vicentin ne produit pas de céréales. Ils achètent notamment à des
des entreprises moyennes d'agriculture, des coopératives. Donc, eux, ils la transforment et ils l'exportent. Et donc, du coup, ça va être l'État qui va désormais acheter et qui va peser évidemment sur les cours et y compris pouvoir récupérer une souveraineté dans le système d'échange. Alors, évidemment, ça n'a pas plu aux adversaires traditionnels du kirchnerisme ou du péronisme, en tout cas du péronisme progressiste. Et la société rurale de San Pedro, qui est cette espèce de corporation qui regroupe l'agrobusiness et les producteurs agricoles qui se sont opposés à Néstor Kirchner et Cristina Fernández de Kirchner, a émis un communiqué qui dit, donc c'est un syndicat patronal, hein, c'est comme le MEDEF en France, et le communiqué dit « Dans un pays démocratique, une expropriation n'a aucun sens, surtout lorsqu'un processus judiciaire est en cours dans lequel l'État lui-même, par le biais de la Banque de la Nation argentine, n'est qu'un créancier de plus. » Bon, évidemment, ils sont pas contents puisqu'ils savent très bien que le contrôle de Vicentín par l'État argentin aura des conséquences politiques. Aura des conséquences politiques indéniables, conséquences politiques que nous suivrons évidemment dans les semaines et les mois qui viennent et nous vous informerons par ce biais ou par d'autres. Dernière petite note avant le scoop, je sais que vous vous impatientez. Une petite nouvelle, je crois qu'il faut la lire sous l'angle de la critique des médias dominants. Les deux nouvelles qui vont venir. La première concerne le Brésil. Le journal O Globo. Le journal O Globo, c'est quotidien conservateur, farouchement opposé au gouvernement Lula, donc le gouvernement précédent, le gouvernement progressiste du PT, du Parti des travailleurs brésiliens. Le journal O Globo et plus largement le groupe O Globo, qui est un conglomérat de médias, avait pris un parti pris exécrable visant à créer des matrices d'opinion pour empêcher Lula de se présenter et pour l'incarcérer, ou en tout cas relayant des fake news qui ont participé à son incarcération. Il a depuis évidemment été libéré et d'ailleurs il y a quelques jours le journal O Globo a demandé à Lula une interview donc dans ses colonnes, en sachant évidemment qu'une interview de Lula, tout le monde va aller jeter un œil. Et Lula dit non, certainement pas, tant que vous ne changez pas votre ligne éditoriale qui est contraire à la déontologie du journalisme, et voire même contraire à la démocratie, je ne vous donnerai pas d'interview. Le journal O Globo, qui a un passif aussi, qui a soutenu complètement la dictature militaire brésilienne et qui a regretté ce passé il y a à peine 5 ans. Alors, le journal O Globo a décidé progressivement d'abandonner sa version papier. Bon, évidemment, hein, ça fait partie d'un nouveau monde qui s'ouvre à nous. Les journaux papier sont de moins en moins lus, les gens ayant leurs informations via les téléphones, via les réseaux sociaux, via les sites web des propres journaux. Et donc, O Globo a décidé petit à petit de renforcer son secteur web et d'abandonner la version papier. Je rappelle, dans certains pays, alors je ne m'avancerai pas sur certains pays, mais en tout cas en France, c'est nous les contribuables hein, qui payons Le Monde, Le Figaro, plus personne ne lit ces torchons, en tout cas en version papier. Et évidemment, c'est grâce à nos impôts et aux aides publiques de l'État que ces journaux continuent d'être imprimés. En tout cas, au Brésil, donc O Globo a décidé de ne plus imprimer les journaux. Et là, c'est assez intéressant, puisque comme j'ai une petite mémoire sur le continent, je me rappelle que le 13 décembre 2018, le journal El Nacional, journal vénézuélien El Nacional, avait décidé lui aussi d'arrêter sa version papier. Le journal El Nacional, c'est un journal qui a des dizaines d'années hein, d'existence, comme O Globo d'ailleurs. Et les médias francophones, la totalité des médias francophones, avaient écrit que c'était le pouvoir chaviste
Nicolas Maduro, qui était le responsable de la fin de l'édition papier de El Nacional. Évidemment, il n'en est rien. C'est un choix économique qui paraît aujourd'hui évident, en sachant qu'El Nacional, encore moins de monde le lit que Globo ou Le Monde. Donc, nous allons voir si les mêmes journalistes et les mêmes médias accusent le pouvoir brésilien d'avoir fait fermer au Globo. Évidemment, on peut attendre. Ils n'en toucheront pas un mot. De fait, la décision de Globo date de quelques jours et il n'y a eu aucune réaction dans la presse francophone. Ça, c'est un exemple pour vous dire que tout est manipulé dans les médias francophones et autres contre le Venezuela. Pour faire croire qu'il n'y a pas de liberté d'expression au Venezuela, pour faire croire que le Venezuela est une dictature, etc., etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je ne sais pas s'il y a des amis canadiens qui nous regardent, mais en tout cas, eux doivent le savoir. Le Canada, donc le gouvernement de Justin Trudeau, avait essayé de conquérir un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, un siège temporaire au Conseil de sécurité de l'ONU. Et donc, pour ce faire, il s'affrontait avec deux autres pays, la Norvège et l'Irlande. Il n'y avait que 2 postes à pourvoir, donc il y avait un de trop, donc il fallait que ça soit par un vote des pays de l'Assemblée générale des Nations unies, la vraie communauté internationale, c'est-à-dire les 193 pays membres de l'ONU. Alors, le gouvernement canadien avait beaucoup misé sur la diplomatie féministe. C'est un axe diplomatique du gouvernement de M. Trudeau, à l'instar de la Suède notamment. L'Irlande, la Norvège, quant à elle, avait axé sa feuille de route sur l'aide au développement et l'Irlande sur le maintien de la paix. Les pays ont voté, poum, and the winner is Irlande et Norvège. Donc le Venezuela, la communauté internationale a rejeté la présence du Canada au Conseil de sécurité de l'ONU. Et là encore, il faut faire une faut se rafraîchir la mémoire, puisque l'année dernière, en octobre 2019, le Venezuela s'était présenté pour avoir un siège au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Et il y avait 3 pays aussi, donc il y a eu vote. Le Venezuela a subi des mois d'une intense campagne médiatique calomnieuse qui, dans le monde francophone, a été menée par Le Monde, visant à dire que le pouvoir vénézuélien avait fait exécuter 18 000 personnes de forme extrajudiciaire. C'était un mensonge, c'était une fake news que nous avons décortiquée avec Maurice Lemoine et Pablo Fernandez, qui est le secrétaire du Conseil général de la police du Venezuela, dans une vidéo que je vous recommande sur ma chaîne YouTube. Le Venezuela a subi une pression, notamment de la part de multinationales des droits de l'homme comme Amnesty ou Human Rights Watch, visant à empêcher son élection et à faire pression sur les pays de l'ONU pour que les pays ne votent pas pour le Venezuela au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Et là, pim, pas de peau, il se trouve que la communauté internationale non seulement a voté en masse pour le Venezuela, mais de fait a reconnu, en votant par le vote, a reconnu que le président légitime était évidemment Nicolas Maduro. Et donc on peut conclure aujourd'hui, évidemment aucun média ne le fera, mais on peut conclure que finalement, eh bien, Nicolas Maduro est bien moins isolé diplomatiquement que Justin Trudeau, quoi qu'en dise la presse occidentale, puisque Trudeau est un peu le chouchou de la presse occidentale. Eh bien, Trudeau n'a pas eu les voix, le Venezuela, si. Voilà. Nous arrivons à la fin du résumé des actualités d'Amérique latine. Alors, évidemment, je vais prendre quelques questions, mais avant cela, je vous livre un scoop à tous et à toutes. Le 2 juillet prochain, nous allons lancer officiellement une nouvelle plateforme web en français d'information et d'analyse sur l'Amérique latine et les Caraïbes. Cette plateforme s'appelle Les Deux Rives, lesdeuxrives.info. Le site fonctionne déjà, nous allons donc le lancer dans 2 semaines officiellement. www.lesdeuxrives avec un 2 en chiffres
.info. Évidemment, je vous invite d'ores et déjà à aller voir cette plateforme. Vous y trouverez de l'information, des articles d'opinion, des vidéos et nous allons bien évidemment essayer d'amplifier cette tendance pour vous apporter de manière quotidienne une information de qualité, une autre information, un autre point de vue sur l'Amérique latine. Donc voilà, réservez votre date du jeudi 2 juillet à 19h30 par ce Facebook Live, par cette même voie, nous lancerons officiellement le site lesdeuxrives.info. Écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée et à bientôt.